qui, malgré son nom qui fleure bon le héros romanesque de Maupassant, ne s'est pas fait que des amis. Trop catholique, trop engagé dans un certain nombre de combats sociétaux, il est jugé clivant, archaïque, ringard, disent certains. Et certains de ses amis, et les autres bien sûr, lui sont tombés dessus à bras raccourcis. Alors, que répond ce philosophe de formation à ses détracteurs? Comment entend-il réconcilier toute sa famille, voire au-delà, sur quel projet européen? Et enfin, comment celui qui refuse d'assimiler la modernité au progressisme à tout prix se définit-il? Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Merci de votre invitation. Vous avez été désigné tête de liste pour le prochain scrutin européen, ce sera le 26 mai. C'est Laurent Wauquiez qui vous a désigné comme tête de liste. Alors vous êtes professeur de philosophie, votre dernier ouvrage paru chez Grasset s'intitule Demeure, sous-titre Pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel. On aura sûrement l'occasion d'en dire quelques mots. Vous allez nous dire comment se déroulent vos premiers pas dans ce nouveau grand bain politique pour vous, même si vous êtes déjà un élu de la République, puisque vous êtes élu à Versailles. Nous allons parler avec vous projet européen également. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews, Bonjour, qui va vous interroger dans quelques instants sur votre projet européen. Mais d'abord, François-Xavier Bellamy, un mot sur ce qui s'est passé hier à Paris. Les insultes antisémites essuyées par le philosophe Alain Finkielkraut par des individus lors d'un rassemblement de gilets jaunes. Des insultes qui interviennent dans un climat de regain d'antisémitisme. Votre réaction? D'abord, ma première réaction est pour Alain Finkielkraut, à qui je voudrais dire tout le soutien que nous devons tous lui apporter dans ce moment. J'ai été profondément frappé de cette scène dans laquelle nous voyons une espèce de violence éructée contre cet homme qui, de façon tout à fait paisible, regarde ceux qui l'insultent. Et je crois qu'une telle scène devrait être l'occasion, si ça n'est pas encore le cas, d'une prise de conscience collective. Nous savons que les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018. Nous voyons, nous l'avons vu ces derniers jours, une montée de la tension comme jamais, à travers les tags antisémites, à travers le fait que l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi, l'arbre planté à l'endroit où cet homme avait été trouvé agonisant, a été arraché. Et nous devons pouvoir réagir. J'ai repris hier un des plus grands livres, je crois, d'Alain Finkielkraut, qui s'appelle La défaite de la pensée. Et je constatais qu'il se terminait par cette prophétie tout à fait inquiétante. C'est celle de ce qui nous menace si la défaite de la pensée devait arriver, si nous ne savons pas prendre conscience et réagir avec fermeté, si nous ne savons pas nous défendre, si nous devenons ce qu'Alain Finkielkraut décrivait comme des zombies, alors l'avenir risque fort de ressembler à l'affrontement, disait-il, entre des fanatiques et des zombies. Et moi, je ne veux pas que l'avenir de la France ou que l'avenir de l'Europe ressemble à l'affrontement entre des fanatiques et des zombies. Alain Finkielkraut a été l'un des premiers à dénoncer ce mal qui monte à travers cette défaite de la pensée. Aujourd'hui, c'est aussi une défaite de l'action et il faut absolument que le gouvernement se montre d'une fermeté implacable pour retrouver ces hommes et pour les punir comme ils doivent l'être, sans quoi nous risquons encore de donner le sentiment qu'une forme d'impunité s'exerce qui laisse la place à toutes les haines et à toutes les violences. Mardi, vous participerez au rassemblement à l'appel d'un certain nombre de partis, un très grand nombre même de partis politiques contre l'antisémitisme justement. Je serai bien sûr à ce rassemblement avec Laurent Wauquiez. Je crois que c'est très important que nous y soyons présents. Cela étant dit, le plus important, encore une fois, ça n'est pas seulement de dire notre refus de l'antisémitisme. Ce qui est important maintenant, c'est d'agir. Et c'est de faire de cette conviction partagée l'occasion d'une action enfin efficace pour mettre fin à l'impunité. Je vous parlais de ces 74% d'actes antisémites en plus au cours de l'année 2018. Nous savons que malheureusement, très peu d'entre eux sont l'occasion d'une condamnation et que ces condamnations sont trop souvent encore symboliques. Il faut absolument que nous mettions fin à cette haine. Et enfin, je dirais, et c'est l'enseignant qui parle aussi, que nous avons un travail énorme à faire en amont. Parce que ce que nous voyons dans la rue de Paris hier, ce que nous voyons dans l'arbre d'Ilan Halimi arraché, c'est aussi la défaite de notre éducation qui n'a pas su, je crois, transmettre à tous les élèves de notre pays les repères indispensables pour s'armer contre la haine. Damien Fleureau, on en vient à votre projet européen, François-Xavier Bellamy. Oui, bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour vous êtes Damien Fleureau. La tête de liste LR pour le scrutin des européennes, mais vous ne parvenez pas à financer a priori votre campagne. Vous confirmez que vous cherchez aujourd'hui toujours un prêt bancaire pour mener à bien cette campagne électorale? Alors effectivement, comme tous les candidats à une élection, je dois faire ce qu'on appelle un apport personnel. Les Français qui nous écoutent
penseront que c'est peut-être un peu technique, mais c'est ce par quoi la démocratie est aussi préservée. Et il faut que je m'engage dans le financement de cette campagne. Et comme je n'ai pas de grande fortune, il faut que je trouve un emprunt. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté particulière. Je veux dire par là que tous les Français savent que faire un emprunt ne se fait pas en quelques jours. Mais vous avez reçu des réponses négatives ? Non, c'est un travail en cours. Une information a été publiée il y a quelques jours qui a suscité un peu d'inquiétude, mais il n'y a aucune difficulté. J'ai été investi le 29 janvier, nous sommes le 18 février. Il est tout à fait normal que tout cela prenne un peu de temps et nous sommes en bonne voie vers le financement de cette campagne. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le cas, visiblement, de la France Insoumise et du Rassemblement National qui disent, eux, que les banques ne veulent pas leur prêter de l'argent. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai sujet sur le financement de la vie politique en France aujourd'hui. Et ce sujet est clairement connu. François Bayrou, quand il était garde des Sceaux, l'avait pris en charge en tant un médiateur du crédit. Mais vous seriez favorable, par exemple, il défendait une banque de la démocratie, un projet qui finalement a été retoqué par le gouvernement. Oui, je ne crois pas que c'était un projet qui soit nécessaire en tant que tel. Nous voyons qu'aucune campagne jusque-là n'a jamais été empêchée par le fait qu'un candidat n'ait pas pu se financer. Et je pense que dans mon cas, comme dans celui des autres têtes de liste, les choses finiront bien sûr par se faire. C'est normal que ça prenne du temps et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nicolas Barré. Alors le 16 mars, vous dévoilerez le projet et l'ensemble de votre liste aux européennes. Au-delà du trio de têtes de liste que vous formez avec Agnès Evren et Arnaud Danjean, comment souhaitez-vous composer cette liste? Est-ce que vous allez jouer le renouvellement ou est-ce que vous allez aussi faire appel, je dirais, à des vétérans comme Brice Hortefeux, Nadine Morano, Rachida Dati, qui par ailleurs ne sont pas forcément les plus assidus au Parlement européen? Vous savez, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais cru à l'opposition du nouveau monde et de l'ancien monde. Et j'ai jamais cru que le nouveau était forcément meilleur que l'ancien. Et je n'arrive pas dans cette élection avec le mépris des jeunes qui se croient plus intelligents que leurs aînés. Ce que j'ai vécu dans mon équipe municipale depuis 10 ans, puisque vous le rappeliez, je suis élu et c'est aussi une aventure d'équipe, une action municipale, c'est que ce qui fait l'efficacité d'une équipe, c'est précisément sa complémentarité. Et moi, je suis très heureux d'avoir été investi, précisément non pas seul, mais déjà avec ce trio, avec Agnès Evren, avec Arnaud Danjean, parce que ce trio représente vraiment ce que nous voulons, avec Laurent Wauquiez, proposer aux Français au moment de ce rendez-vous européen. C'est-à-dire une complémentarité entre, d'une part, une expérience, une expertise incontestable, celle d'Arnaud Danjean, qui a déjà 2 mandats européens à son actif, qui est très reconnu au Parlement européen pour le travail qu'il mène, et puis d'autre part, une capacité de renouvellement, peut-être d'imagination, de créativité, que j'essaierai d'apporter avec Agnès Evren. La Commission nationale d'investiture, présidée par Éric Ciotti, a voté, et pour moi c'est un signe très important, dès le premier moment de cette investiture, le principe de 50% de renouvellement dans les 20 premiers noms de la liste. C'est-à-dire que nous allons construire cette complémentarité entre l'expérience et le renouvellement. Et il faut les deux parce que, vous le savez sans doute, les Allemands, par exemple, représentent les intérêts de leur pays de façon bien plus efficace au Parlement européen par le fait que leurs eurodéputés s'engagent dans la durée pour pouvoir mieux connaître les arcanes des institutions européennes, qui sont des arcanes complexes. Je ne prétends pas tout savoir. Et déjà, depuis le début de cette campagne, je m'appuie en permanence sur ce qu'Arnaud peut m'apporter de son expérience, de ses compétences. Donc les noms que Nicolas Barré vient de citer seront sur la liste. C'est pas une question de nom, c'est une question de principe, encore une fois. Pour ce qui est de la constitution de la liste, c'est la Commission nationale d'investiture qui en est responsable. Elle se fera petit à petit. Les choses ne sont pas encore à ce point et nous verrons bien comment les choses se constitueront. François-Xavier Bellamy, essayez de nous expliquer en quelques mots quelle doit être l'Europe pour vous. Est-ce que l'Europe, c'est un projet politique qui doit tendre vers plus d'intégration, avec peut-être à terme un peuple européen, ou est-ce que c'est une simple alliance de nations? L'Europe aujourd'hui est à un carrefour de son histoire. Parce que pendant trop longtemps, la manière dont elle s'est construite a pu décourager les peuples européens qui ont aujourd'hui trop souvent le sentiment qu'elle nous fragilise dans la mondialisation au lieu de nous renforcer. On a vécu encore très récemment avec l'échec de la fusion entre Alstom et Siemens, un moment où nous avons collectivement le sentiment que l'Europe ne nous permet pas de nous renforcer face aux défis de la mondialisation. D'un côté, du coup, certains voudraient quitter l'Europe ou défaire la manière dont elle s'est construite. Et certains vont la quitter. D'autres, au contraire, voudraient persévérer peut-être dans la voie d'une forme de déni qui a fait la preuve de son inefficacité. Pour ma part, je le dis très clairement, je ne crois pas qu'il y ait un peuple européen. Vous savez que la devise de l'Europe, c'est « unis dans la diversité ». Et c'est cette diversité de peuples, cette diversité de cultures au sein d'une même civilisation qui fait la force et qui fait aussi, disons-le, la beauté de l'idéal européen. Ce que nous avons à construire, ce que nous avons à reconstruire ensemble, c'est ce projet qui fera que,
par l'alliance de nos démocraties, nous allons construire un modèle qui sera, je crois, unique au monde dans la mondialisation, qui n'est ni celui d'un empire ou d'un grand ensemble fait d'une espèce d'uniformité écrasante, ni non plus celui d'une forme de solitude de nos nations, laissées et abandonnées les unes aux autres et qui, dans leur émiettement, ne parviennent pas à s'allier pour pouvoir agir ensemble. Et aujourd'hui, nous avons vraiment, je crois, plus besoin que jamais de cette alliance européenne, mais nous avons plus besoin que jamais de transformer en profondeur la manière dont l'Europe s'est construite pour qu'elle nous permette de subir notre destin. Vous parlez de la fusion avortée Siemens-Alstom, vous dites le droit européen de la concurrence est daté, il n'est pas adapté à l'économie du XXIe siècle. Finalement, c'est la même position que le gouvernement. Est-ce que vous seriez, sur ce sujet en particulier ou sur d'autres, capable de voter avec les listes des eurodéputés de la majorité présidentielle au Parlement européen, des coalitions de projets? Mon point de vue sur la question Alstom-Siemens, c'est que cela révèle d'abord l'inadéquation entre la politique de la concurrence et la politique commerciale. Mais sur la réforme. Si on revient sur ce point, je crois que le dossier Alstom-Siemens n'est pas pour moi une occasion de coopérer avec le gouvernement, plutôt une occasion de montrer la faillite dans laquelle il s'est lui-même placé. Pourquoi avoir poussé si longtemps ce dossier dont on savait très bien qu'il était en contradiction avec les règles de la concurrence européenne, sans avoir cherché d'abord, du coup, à négocier pour faire valoir la vision que le gouvernement voulait porter dans le débat européen. Et c'est, je crois, très important de bien prendre la mesure de cet échec parce que ce qui est en jeu, et c'est l'un des sujets de ces élections européennes, c'est la capacité que la France aura de faire valoir ses intérêts au sein de l'Europe. Trop souvent, et ça a été le cas sur ce dossier, nous avons été d'une certaine manière les naïfs de la construction européenne. Et nous avons fait comme si nous pouvions nous dispenser d'un travail en amont qui nous permettrait de faire valoir la vision que nous voulons défendre. Vous parlez des eurodéputés du Parti populaire, auquel appartient les Républicains. En l'occurrence, le projet Alstom-Siemens, c'était un projet qui était défendu par le gouvernement auprès de la Commission, et il aurait fallu que le gouvernement accompagne ce projet. D'abord, d'une véritable parité entre Alstom et Siemens, ça n'était pas le cas, vous le savez, ça aurait été une prise de contrôle de Siemens sur Alstom, mais il aurait fallu aussi que le gouvernement fasse valoir, s'il croyait à ce projet, auprès de la Commission, la nécessité de reprendre d'abord les règles de la concurrence pour permettre l'émergence de ce champion du ferroviaire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous avons un constat commun, c'est certain. Qui ne voit qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer un droit qui date d'un monde qui n'existe plus. Ce monde qui n'existe plus, c'est celui dans lequel la concurrence était pour nous essentiellement dans le monde occidental, essentiellement ouverte et loyale. Aujourd'hui, nous sommes face à des acteurs qui sont très largement soutenus par leurs États respectifs, qui sont dans des situations de quasi-monopole sur leur territoire d'origine. Et dans cette situation-là, nous ne pouvons pas continuer à diviser nos propres forces comme si nous pouvions raisonner encore à partir de schémas périmés. Réinventer la concurrence face aux Chinois et aux Américains notamment. François-Xavier Bellamy, tête de liste pour les Européennes des Républicains et l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Bah quoi? Il est pas bien notre prix du week-end? Ah si, il est très bien ficelé. Ah voilà. Ce week-end, le rôti de bœuf Jean Rosé Origine France est à seulement 7,90 € le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant, et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Viande bovine, rôti 2 étoiles. Hier, dans un point de vente PMU. Ce que je pense du nouveau Quintet Plus du PMU, alors là, j'adore. Faut dire que les rapports doublés sur l'ordre et le désordre font très vite monter les gains. Bon, après, je suis peut-être pas la personne la plus objective. Vu que j'ai gagné 53 000 €. 53 000 €, vous imaginez un peu? Depuis le lancement du nouveau Quintet Plus du PMU, plus de 5 millions de paris gagnants. Alors à vous de jouer. Conditions et informations au point de vente PMU et sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Arnaud Plâtrier? Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout? Oui, le Crédit Bail Maintenance inclut 5 ans d'assistance, 5 ans de garantie et 5 ans d'entretien. Et vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons près de 1700 masters grand confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite. Ça, c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Ce matin, dans le journal du dimanche. Pédophilie dans l'église, la semaine qui va tout changer. Alors que les scandales s'enchaînent, le pape convoque un sommet mondial. Des victimes vont être entendues. L'avertissement du chef de file des évêques de France, on ne peut plus rejeter la faute. À lire dans le journal du dimanche.
Salut les bricolos! Aujourd'hui, on va essayer de poser du parquet. Vous regardez un tuto quand vous entendez que chez Saint-Maclou, ils ont 400 poseurs salariés experts en tout type de pose pour un résultat parfait. Puis vous entendez qu'en confiant la pose de votre projet déco à Saint-Maclou, la TVA est offerte. Oui, la TVA est offerte sur tous les produits posés. Parquet, vinyle, carrelage, moquette. Et là, vous vous dites que finalement, vous n'allez pas le faire vous-même. Saint-Maclou, on fait tout pour que ce soit beau chez vous. Offre valable jusqu'au 4 mars. Voir conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Bienvenue chez Citroën. Bonjour, je vais prendre Citroën C3 graphique suréquipé à partir de 12 490 € avec tablette tactile 7 pouces et climatisation automatique, s'il vous plaît. Sur place et à emporter? À emporter immédiatement. Eh bien, voici vos clés. Bonne route. Merci. En ce moment chez Citroën, profitez des offres sur place et à emporter et de Citroën C3 graphique à partir de 12 490 €. Citroën. Offre valable jusqu'au 20 février sous condition de reprise et de livraison selon stock disponible. Détails sur citroën.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. François-Xavier Bellamy, tête de liste pour les Républicains pour les européennes de mai prochain et l'invité du grand rendez-vous. Une question de Nicolas Barré. Oui, François-Xavier Bellamy, votre nom, c'est pas un secret, n'a pas fait tout à fait l'unanimité dans votre famille politique quand vous avez été choisi pour cette tête de liste. Dernière en date, l'ex-patron de l'UMP, d'ailleurs Jean-François Copé, se demande même s'il votera pour cette liste. Valérie Pécresse a jugé la semaine dernière que vous incarniez une droite minoritaire sur les questions de société. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques qui viennent de votre propre camp ? D'abord, évidemment, tout cela m'attriste un peu. Je veux dire par là que le fait de me désigner comme tête de liste est évidemment un pari. Et j'espère bien sûr pouvoir être à la hauteur de ce pari au cours des semaines qui viennent. Je crois que si je me suis engagé dans cette élection, c'est pour pouvoir rassembler largement, pour pouvoir rassembler d'abord les élus et surtout les électeurs. Le plus important, c'est de pouvoir rassembler tous ceux qui aujourd'hui se sont détournés de la droite parce qu'ils avaient le sentiment qu'elle n'arrivait plus à incarner une forme de clarté, une vision, une conviction. Et je crois que c'est le plus important, c'est que nous puissions leur parler aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui concerne ces grands élus, eh bien, je peux comprendre une part de leur réticence ou de leurs inquiétudes. Notamment, je peux les comprendre du fait que le portrait qui a été fait de moi dans les médias à l'occasion de cette désignation me paraissait parfois un peu réducteur et que mais là, je ne me reconnaissais pas vraiment. Ils ne vous connaissent pas à travers les médias, ils vous connaissent. Certains d'entre eux ne me connaissent pas encore vraiment. Hélène Jouan le rappelait, je suis un peu nouveau dans le paysage politique. Ce que je regrette en revanche, c'est que tout ceci soit l'occasion d'une succession de petites phrases qui, à travers le prisme médiatique, viennent donner le sentiment d'une forme de désunion qui finalement épuise les Français, qui est très éloignée de leurs préoccupations réelles et qui donne encore une fois de notre famille politique l'image d'une famille qui ne sait pas se rassembler pour pouvoir s'engager de façon très forte sur un enjeu aussi important que ces élections européennes. François-Xavier Bellamy, au-delà des critiques qui vous ont été faites sur votre position personnelle sur l'avortement, on ne va pas y revenir, la question de fond qui vous est posée, c'est une fois élu au Parlement européen à Bruxelles, est-ce que vous mettrez vos convictions personnelles de côté si un texte sur ce sujet, par exemple, était soumis aux députés? Ce qui est certain, c'est que on a eu l'occasion de le redire avec Arnaud Danjean et Agnès Séveraine, ces questions-là ne sont pas d'abord des questions européennes. Nous ne voulons pas précisément d'une Europe... Elles peuvent revenir au gré d'un débat. Damien Fleureau, nous ne voulons pas d'une Europe qui justement s'immisce dans la politique des États pour dire comment ils doivent définir la famille ou ce que doit être la filiation. Nous voulons d'une Europe qui respecte profondément ce principe fondateur qui est le principe de subsidiarité. Pour que les Français comprennent bien, le principe de subsidiarité, c'est l'idée que l'Europe ne doit faire que ce que nous ferons plus efficacement ensemble, et que pour le reste, chaque État doit décider. Donc il n'est pas question de faire de l'Europe une forme de machine qui vienne contraindre les États dans la définition d'une politique qui, touchant à ces sujets que vous venez d'évoquer, ne correspondent pas à leurs propres orientations. Mais vous ne répondez pas vraiment à la question de Damien Fleureau, qui vous dit que c'est une réponse parfaitement claire. Non, vous dites ce genre de débat n'aura pas lieu. Mais si effectivement il devait y avoir un débat sur l'avortement, qui est aussi une question de valeur aujourd'hui au sein de l'Europe, comment vous positionneriez-vous ? J'ai eu l'occasion de me prononcer une fois sur l'IVG et de dire de façon très claire
que mon seul sujet n'était pas de revenir sur la loi Veil, mais de voir comment en France on pouvait peut-être mettre en place une politique de prévention qui permette d'offrir à toutes les femmes une authentique liberté. Je ne crois pas que cette déclaration puisse me valoir la caricature qui a été faite de moi au cours des dernières semaines. Et quand j'entends Madame Buzyn entretenir des fake news en disant que je serais en opposant à la contraception, les bras m'en tombent, et je trouve que ça n'a absolument... Ce qui s'est produit n'a aucun sens. C'est en ce sens que je vous disais que je comprends que peut-être certains grands élus des Républicains s'inquiètent de voir leur mouvement entrer dans une polémique aussi absurde. Elle est totalement absurde. Encore une fois, je crois à une Europe qui nous permette de faire la preuve ensemble que nous sommes plus efficaces quand, sur des sujets majeurs, la question de l'immigration, la question de la guerre commerciale qui se joue aujourd'hui au-dessus de nos têtes, sur des sujets majeurs que sont aussi le fait de pouvoir défendre notre capacité régalienne sur les sujets de défense, sur toutes ces questions-là, il faut que nous puissions travailler ensemble en Europe. Mais je ne crois pas du tout à une Europe qui nous dise ce que nous devons faire dans notre politique concernant la vie de la société et l'avenir de nos sociétés. Et ce serait évidemment une erreur que de croire de toute façon que ces sujets sont européens. Dans votre dernier ouvrage Demeure, François-Xavier Bellamy, vous vous élevez contre la passion moderne du mouvement qui suscite, selon vous, tous les déséquilibres aujourd'hui de notre société. Vous dites qu'il faut retrouver les points d'appui qui peuvent orienter nos vies. C'est un effort politique nécessaire pour échapper à l'effondrement que l'instabilité perpétuelle fait peser sur notre société et notre civilisation. Mais quand vous prenez le contraire de ce mouvement, est-ce que vous êtes forcément anti-moderne et est-ce que vous n'êtes pas forcément conservateur? Et comment vous définissez du coup? Je crois que nous sommes dans une période qui impose de repenser assez profondément les clivages politiques ou les étiquettes politiques installées. C'est ce que voulait Emmanuel Macron. Et je crois qu'il avait raison sur ce point. Je suis d'accord avec Emmanuel Macron pour considérer, je suis comme beaucoup de jeunes Français aujourd'hui un peu en difficulté quand il s'agit de m'y retrouver dans le paysage politique qui précédait dans ce paysage clivage droite-gauche en gros. Ce clivage, je crois qu'il n'exprimait plus très correctement ou de façon très, très juste les vrais enjeux qui sont devant nous. C'est pour ça que vous avez hésité d'ailleurs à avoir l'étiquette En Marche aux législatives de 2017. Pas un quart d'heure peut-être, mais... Non, je n'ai pas hésité même un quart d'heure. J'ai toujours été reconnaissant envers Emmanuel Macron de ce qu'il nous poussait à repenser les clivages politiques, mais dès l'apparition du mouvement d'Emmanuel Macron, j'ai su qu'au fond, politiquement, ce qui pourrait me définir, c'est que je ne me reconnais pas dans la vision qu'il propose du monde. Vous l'avez dit, je travaillais déjà sur ce livre qui s'appelle Demeure. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est l'idée d'être en marche, c'est l'idée du mouvement pour le mouvement, du changement pour le changement. Et moi, ce qui me définit, au contraire, la sensibilité dans laquelle je me reconnais, c'est la nécessité de tenter de transmettre ce qui mérite de l'être, de préserver les grands équilibres qui nous précèdent. Mais c'est pas ça d'être conservateur? Est-ce que c'est être conservateur? Peut-être en un sens. Il faut sans doute s'inspirer de ce que la tradition conservatrice nous enseigne aujourd'hui. Si être conservateur, c'est considérer qu'il y a des grands équilibres qui nous précèdent et qu'on ne peut pas modifier sans prendre de risques importants, si être conservateur, c'est considérer que c'est l'homme qui doit toujours être pris en considération plutôt qu'une fascination pour le progrès technique à tout prix, si être conservateur, c'est ça, alors d'une certaine manière, pourquoi pas? Mais je ne crois pas que le mot conservatisme suffise à réduire le débat politique devant lequel nous sommes aujourd'hui, parce que précisément nous vivons un moment de crise profonde. Prenez la question écologique par exemple. Évidemment, l'écologie est une préoccupation, d'une certaine manière, conservatrice. Parce que nous savons, à travers la crise écologique, que nous avons à sauver ce patrimoine environnemental qui est la condition même de notre survie. Mais, pour le sauver, il nous faudra être inventif, être imaginatif, être créatif. Et le danger dans le mot conservatisme, c'est que les gens entendent une forme de fixité ou d'immobilité. Je ne suis pas du tout un avocat de l'immobilité. Au contraire, je crois qu'il faut redonner sens à notre aventure collective. Mais que le mouvement que nous devons faire maintenant, ça n'est pas un mouvement qui se donne pour but uniquement l'agitation et une forme de fascination pour le progrès en tant que tel, mais c'est un mouvement qui se donne pour but essentiellement la préservation, la transmission de ce à quoi nous tenons. Et sur les questions d'environnement, comme sur les questions de culture d'ailleurs, on parlait de ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec la brutalisation de la société, qui est l'un des effets de notre incapacité à transmettre notre culture, je le crois profondément. Nous avons besoin de retrouver cette énergie-là et cette inventivité-là. À travers la lecture de votre livre, transparaît, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, un certain malaise à l'égard du monde économique, je dirais, ou de l'économie marchande. Vous parlez de ce monde de marchandises qui met en danger les choses, vous évoquez les grandes idoles du progrès. On sent que tout ça, ça vous met mal à l'aise et on vous sent presque fâché avec l'économie, avec la croissance. Pourquoi ?
Je ne suis pas fâché avec l'économie, bien au contraire. De la même manière que je pense qu'il faut redonner un sens au mouvement en le redirigeant de nouveau vers des choses qui soient en tant que telles des buts qui en vaillent la peine. Exactement de la même façon, je crois qu'il faut sauver l'économie de marché de l'absurdité dans laquelle elle nous plongerait si elle devenait un but en soi. Je ne crois pas que la croissance puisse être le but de la politique. Je crois que la croissance est un moyen pour nous permettre de retrouver des emplois, de construire une société plus juste, une société plus humaine. Et le danger, c'est qu'une politique qui s'abîmerait dans la seule considération des chiffres et des statistiques serait, et nous ne le voyons que trop aujourd'hui, une politique qui perdrait tout sens et qui perdrait son âme au fond. Et je crois qu'il faut sauver l'économie de marché. Je pense que le marché est profondément nécessaire à la vie en société, parce qu'il est le lieu par lequel nous pouvons partager les fruits de notre travail. Mais je ne crois pas que le marché puisse être le but. Le marché est un moyen. Et c'est vrai que quand le marché devient un but, alors la marche du monde devient folle. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Prenez encore une fois la question écologique. Si le but est seulement d'améliorer notre rendement, si le but est uniquement de viser la croissance, alors effectivement, nous défaisons les grands équilibres du monde en organisant cette marche universelle des marchandises qui vient finalement perturber et déséquilibrer profondément, non seulement d'ailleurs les équilibres écologiques, mais aussi les grands équilibres de notre vie collective. La désindustrialisation, les délocalisations sont aussi l'effet d'une forme de manque de considération pour ce qui se joue au-delà de l'économie, dans le tissu d'une société. Et c'est cela, je crois, que la droite doit prendre en compte aujourd'hui, non pas pour se détourner de l'économie de marché, mais au contraire pour faire les réformes indispensables pour qu'elles ne soient pas discréditées auprès des peuples à travers les catastrophes que pourrait produire une considération purement matérialiste pour un simple taux de croissance. François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains pour les Européennes et l'invité du Grand Rendez-vous. Restez avec nous dans un instant, on parle du grand débat en cours et des issues possibles, souhaitables. À tout de suite. Le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1. Cette année encore, de nombreux films soutenus par Europe 1 sont nommés pour les récompenses les plus prestigieuses. 15 nominations au César. 15 nominations aux Oscars. Un peuple et son roi. Messieurs, Paris souffre, Paris a faim. Pupille. Black Clansman. Guy. Green Book. On ne gagne qu'en gardant sa dignité. First Man. Le premier homme sur la Lune. Europe 1 est fier de s'associer au film qui remporte un grand succès auprès du public et des professionnels. À la fois standardiste, responsable magasin et livreuse, elle sait tout faire. Et c'est délicieux. Elle, c'est Rebecca. Rebecca Cao. Artisan chocolatière et son nouveau Citroën Berlingo Van. Avec 20 aides à la conduite et le véhicule utilitaire de l'année. Nouveau Citroën Berlingo Van, comme vous, il sait tout faire. En ce moment, nouveau Citroën Berlingo Van Club est à partir de 139 € par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, premier loyer 2499 €, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 28 février sous réserve d'acceptation crédit par, détail sur citroën.fr. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Pour le mois de la fidélité, Carrefour lance les primes fidélité. C'est ça, seulement valable le deuxième jeudi du mois des années impaires, pas vrai? Non, valable tous les jours, toute l'année, 10% sur 10 000 produits Carrefour. Alors là je dis oui, et je dis pas souvent oui. Pendant le mois de la fidélité, Carrefour lance les primes fidélité. En s'inscrivant sur carrefour.fr, c'est tous les jours, toute l'année, 10% crédité sur votre carte Carrefour sur 10 000 produits Carrefour, Carrefour Baby et Carrefour Bio. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Modalité et magasins participants sur carrefour.fr. Ford. Alors Julie, la Ford K+. Voici le prix, Teddy. 5590 €? Oui. Mais c'est de la folie! Oui, avec limiteur de vitesse. Pour 5590 €? Oui, et l'aide au démarrage en côte. Ah ouais, là vous êtes vraiment au top, hein? Ah bah merci. Dépêchez-vous. Pendant les Ford Days, la Ford K+, avec 5 vraies places, est à partir de 5590 €. C'est Teddy qui l'a dit. Ford. Prix maxi pour une K+ Essential 70 chevaux sous réserve d'éligibilité à la prime à la conversion de l'État de 4 000 € sous condition de reprise. Offre particulière non imposable jusqu'au 28 février. Voir Ford.fr. J'aime ma cure thermale à Lamalou-les-Bains. Pour soigner ma fibromyalgie, les massages et les bains me décontractent. La sophrologie m'aide à mieux dormir. Je me sens soutenue, accompagnée par le doux climat du Languedoc. Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre équilibre. Prenez un nouveau départ à Lamalou-les-Bains. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 01 88 32 10 13 ou chaînethermale.fr. Grosse journée aujourd'hui, chef. Pas facile à raser cette maison. Quelle maison? On devait détruire une grange. Ah, vous avez assez de mauvaises surprises au travail. Avec la solution CarPort Pro de Volkswagen Véhicule Utilitaire, vous n'en aurez que des bonnes. En ce moment, le transporteur Business Line avec véhicule de remplacement, garantie et maintenance inclus est à 229 € hors taxe par mois, sans apport. Trouvez le vôtre sur lemien.fr.
Location longue durée 36 mois et 45 000 km sur transporteur L1 H1 Business Line TDI 102 BVM jusqu'au 31 mars 2019 si acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur volkswagen-utilitaire.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains pour les élections européennes du 26 mai prochain est l'invité du grand rendez-vous. On va parler du grand débat lancé par Emmanuel Macron et éventuellement des issues que vous souhaiteriez voir pour ce grand débat. Un mot d'abord encore sur ce mouvement des Gilets jaunes. Le journal du dimanche publie ce matin un sondage IFOP qui montre que 52% des sondés estiment désormais que les Gilets jaunes doivent cesser leur mouvement et leurs actions. Face à un certain nombre de dérives de ce mouvement, 14 samedis où on a vu des commerces détruits, des gens empêchés de sortir, on a parlé tout à l'heure des insultes qui ont fusé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez dans la poursuite de ce mouvement un abus finalement du droit de manifester ? D'abord, ce qui est très frappant, c'est qu'on n'a jamais connu un mouvement qui dure aussi longtemps, de manière aussi répétée. Et il y a évidemment, je crois, une responsabilité très grande du gouvernement, dans le fait que le rôle premier d'un gouvernement, c'est de permettre de garantir la concorde entre les Français et de rétablir l'ordre quand c'est nécessaire. Et aujourd'hui, 14 semaines de suite de désordre, qui constituent évidemment un préjudice énorme pour l'économie française, pour l'image de la France à l'étranger, et qui constitue aussi, je dois le dire, une forme de préjudice causé à ceux qui se sont engagés dans ce mouvement des Gilets jaunes au départ, de manière pacifique, de manière paisible, pour porter leurs revendications sur la question du pouvoir d'achat. Mais que peut faire le gouvernement aujourd'hui ? Les empêcher de manifester ? Leur interdire le droit de manifester ? Non, il s'agit bien au contraire d'aller très fortement réprimer d'abord les casseurs qui se sont infiltrés dans ce mouvement et qui aujourd'hui, sans aucun doute, constituent la majeure partie de ceux qui produisent les dégradations que nous voyons se répéter dimanche après dimanche à Paris. Quand même, quelle grande nation est la France pour que nous ne soyons pas capables de rétablir l'ordre face à quelques dizaines de milliers de personnes. Et je voudrais dire d'ailleurs sur ce point que je crois que malheureusement nous sommes entrés dans une période de grande inquiétude à cause de ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence Notre-Dame-des-Landes. À Notre-Dame-des-Landes, pour la première fois, l'État a baissé la tête. Et ainsi, il a montré une forme de fragilité dans laquelle s'engouffrent aujourd'hui tous ceux qui veulent faire primer la force et le droit. Il a fait évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il a fait évacuer la ZAD, mais après avoir abandonné le projet d'aéroport sous la pression de la force de l'abus de force, de coup de force. Il fallait maintenir la taxe carbone vous nous dites qu'il fallait maintenir la taxe carbone. Non, justement, c'est pour ça que je disais, d'une certaine manière, ma tristesse pour tous les Gilets jaunes qui se sont au départ engagés avec le souci paisible et pacifique de dire leur opposition à cette taxe qui venait mettre clairement en danger leur survie. Et aujourd'hui, le grand débat, pour en revenir à lui, ne sera vraiment sérieux que s'il est suivi des faits sur ce sujet fondamental qu'est celui du pouvoir d'achat. Nous avons le pays qui est le champion du monde des prélèvements obligatoires. Et nous ne nous en sortirons pas si nous ne savons pas régler ce problème. Quand je vois que François de Rugy, quand je vois que le nouveau président d'En Marche, Stanislas Guerini, quand je vois que certains parlementaires d'En Marche signent des textes pour dire qu'il faut rétablir la taxe carbone, je me dis qu'ils n'ont rien compris. Et que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord entendre cette colère très profonde qui se manifeste dans le pays et qui ressurgira, n'en doutons pas, si le grand débat n'est pas suivi d'actes forts sur ce sujet. Sauf que, pardonnez-moi, mais Emmanuel Macron les a déjà recadrés, si je puis dire, en disant il n'y aura pas de nouvelle fiscalité, il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts. Vous avez tout à l'heure parlé de l'importance de cette question de la transition écologique. Quelles sont, vos solutions ? Eh bien, précisément, c'est l'un des sujets sur lesquels l'Europe me semble être la solution, ou en tous les cas, un élément incontournable de la solution. Au fond, ce que disent les Gilets jaunes, c'est on vient surtaxer mon gasoil alors que je fais 10 km pour aller travailler tous les jours. Et pendant ce temps-là, moi je suis en accord avec ce constat que faisait Nicolas Hulot. Pendant ce temps-là, on inaugure en grande pompe des cargos toujours plus gros dont l'essence n'est pas taxée. Aujourd'hui, la vraie folie, c'est celle d'une mondialisation débridée qui a laissé s'installer un commerce mondial par défaut
dans lequel nous avons réparti nos activités partout dans le monde, comme si l'Asie pouvait gérer toute notre industrie, toute la production industrielle, comme si l'Europe pouvait être le lieu où on allait faire des services. On ne peut pas raisonner sur ce modèle-là parce qu'il est écologiquement désastreux. Il est socialement irresponsable, mais il provoque aussi la catastrophe écologique que nous sommes en train de vivre. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas du tout que nous puissions rêver d'un repli national, que nous puissions rêver d'un repli local comme le voudrait le Rassemblement national. Il faut que nous puissions inventer un nouveau modèle pour la mondialisation. Et c'est la responsabilité de l'Europe que d'être ce marché commun de 500 millions de consommateurs qui a la taille critique suffisante pour pouvoir organiser une forme de vie économique collective. Si nous ne savons pas le faire, alors oui, c'est vrai, si nous vivons avec la passion de l'ouverture, avec la fascination idéologique pour une forme de libre-échange qui serait à lui seul sa fin et son but, alors oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas demander aux Gilets jaunes de porter sur leurs épaules le poids de la catastrophe écologique que nous continuerons de produire. Si nous continuons de faire en sorte qu'un poisson pêché en Norvège aille être traité en Chine pour être ramené en Europe pour être consommé, si nous continuons d'avoir une agriculture dans laquelle effectivement, ou plus exactement une alimentation dans laquelle des produits font en moyenne 3000 km pour arriver dans notre assiette, alors nous ne pouvons pas nous étonner de la catastrophe écologique qui est en train de se produire. Et ce n'est pas par une surtaxation des acteurs individuels qui sont déjà lourdement taxés en France que nous allons pouvoir sortir dans une forme d'écologie punitive de ce désastre annoncé. Nicolas Barré. Est-ce que l'issue de ce grand débat, ça peut être encore ce que vous défendez depuis très longtemps, c'est à savoir une vraie politique de réduction des dépenses publiques comme le souhaitait François Fillon. Est-ce qu'une telle politique aujourd'hui est audible ? Il n'y a pas d'autre politique possible pour mettre fin au malaise français, qui est le malaise si profond exprimé par les Gilets jaunes que le travail ne paye pas assez. Nous sommes encore une fois le pays du monde dans lequel les prélèvements obligatoires sont les plus lourds. S'il suffisait, comme le pensent les socialistes ou comme le pense la France insoumise, s'il suffisait de créer de nouveaux impôts ou d'augmenter les impôts qui pèsent sur les riches pour pouvoir faire en sorte qu'une vraie politique sociale soit efficace en France, alors la France serait un paradis social. Mais la France n'arrive seulement qu'à être un enfer fiscal. Il faut donc baisser la fiscalité. Et le seul moyen de baisser la fiscalité, c'est de baisser la dépense publique. Sur ce plan-là, qu'a fait Emmanuel Macron ? Malheureusement, rien du tout. Il avait un contexte favorable sur le plan international au début de son mandat. Il avait un contexte favorable sur le plan économique. Il avait un contexte évidemment favorable sur le plan politique. Et sur ce sujet majeur pour notre avenir, il ne s'est rien passé. La dépense publique n'a pas baissé. Le nombre de fonctionnaires n'a pas diminué. Aujourd'hui, encore une fois, une vraie politique sociale, elle consiste à prendre en compte ce problème fondamental d'un État qui constitue le premier obstacle à notre dynamisme économique, le premier obstacle aussi, du coup, par là même, au dynamisme des acteurs individuels qui se trouvent écrasés sous le poids des charges et des taxes. Pardonnez-moi, diminuer le nombre de fonctionnaires, donc diminuer peut-être les services publics. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est audible, au vu de la crise que nous vivons aussi, où on voit des gens qui réclament plus de services publics, ou en tout cas une meilleure répartition des services publics, notamment sur le territoire ? Ils ont parfaitement raison de le réclamer. Mais Hélène Jouan, si encore une fois, la dépense publique en tant que telle était l'indicateur de l'efficacité des services publics, alors nous aurions les services publics les plus efficaces de la planète. Le sont-ils ? Je ne le crois pas. Je suis enseignant, prenons cet exemple. La France aujourd'hui consacre son premier budget, en dehors de la charge de la dette, à l'éducation nationale. Est-ce que pour autant nous parvenons à apprendre à tous nos élèves à lire et à écrire correctement? Nous n'y arrivons même pas. Et chaque année, nous avons autour de 20% des jeunes Français qui arrivent à leur majorité avec une difficulté dans la maîtrise de la lecture. Donc ce qui est devant nous, c'est de parvenir à faire mieux avec moins. Et nous pouvons faire mieux avec moins. Évidemment, ça suppose de proposer un plan qui prenne en charge les besoins des Français pour les services publics de proximité qui leur sont nécessaires. Mais ça suppose bien sûr aussi de prendre en charge le fait que nous n'avons pas, et je le dis aussi comme un trentenaire, nous n'avons pas le droit de vivre sur un État qui s'endette sans cesse et qui dépense chaque année l'argent des générations qui viennent. Est-ce que c'est juste ? Ce n'est pas juste. Le but n'est pas seulement de mener une politique aveugle de réduction des coûts, le but c'est de chercher cette justice dont nous avons besoin parce qu'elle est la condition de notre efficacité retrouvée, de notre fierté retrouvée et d'une authentique politique sociale. Xavier Bellamy, votre commentaire rapidement sur cette position du Premier ministre Édouard Philippe qui s'est dit favorable à mettre en place des contreparties pour les allocataires du chômage et des minima sociaux. Et puis, il y a quelques jours, le vote de la loi anti-casseurs, qui était une proposition de loi de Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Est-ce que vous y voyez une sorte de braconnage peut-être de l'exécutif sur votre électorat, sur vos positions finalement assez classiques ?
D'abord, je suis assez frappé de voir une forme d'évolution de la vie politique, on pourrait même dire d'affaissement de la vie politique, qui fait que le président de la République, le Premier ministre ont pris l'habitude de lancer dans le débat comme ça, sans préparation, sans réflexion, sans concertation, des idées qui viennent en l'air sans que jamais rien ne se passe. La nature du débat, sans que jamais rien ne se passe. Le président de la République dit à un jeune chômeur, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, mais simultanément, qu'a-t-il fait pour simplifier le code du travail en profondeur est votée à l'Assemblée nationale. La loi anti-casseurs est votée à l'Assemblée nationale. Après, je le rappelle, avoir été écartée par la majorité actuelle et récupérée effectivement sur la proposition de Bruno Retailleau d'une manière habile. C'est même pas seulement une question de manipulation. Je crois que c'est malheureusement un peu une sorte de double effet négatif pour notre démocratie. Le Premier ministre lance comme ça une idée. Que va-t-il se passer au fond ? Pas grand-chose sans doute. Le président de la République dit on dépense un pognon de dingue dans les aides sociales. Et que se passe-t-il sur la simplification si nécessaire des aides sociales ? Rien du tout. Et donc nous avons la violence des mots sans avoir l'efficacité de l'action. C'est dramatique. Le président et le Premier ministre ne sont pas là pour faire des suggestions ou pour dire, comme le Premier ministre dans une formule un peu alambiquée, on va voir comment on peut réfléchir à décider avec les Français. Ils sont là pour tenir un cap et ils sont là pour mettre en œuvre des actions. Et il faudrait, je crois, faire exactement l'inverse de ce qui se joue aujourd'hui, avoir beaucoup plus de modération, de retenue, de simplicité dans la parole et beaucoup plus d'efficacité dans l'action. François-Xavier Bellamy, tête de liste pour les Républicains pour les prochaines européennes du 26 mai prochain et l'invité du grand rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer quelques grands sujets d'actualité. À tout de suite. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Europe 1, bien dans son époque. Mieux comprendre, mieux se comprendre. Du digital, de l'innovation, de la réflexion. Écoutez de la bonne musique. Humeur. Avancer, se retrouver. Et humour. Sourire, aller vers l'autre. Vos témoignages. Nous partagerons vos expériences. Vos questions. En ligne au 3921. Bonsoir Monica. Bonsoir Mathieu. Europe 1, c'est une offre complète. Bouger, cuisiner, réfléchir, se balader, se rapprocher. Avec les copains et les copines. Se faire du bien. On est bien sur Europe 1. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Valérie, restauratrice? Vous dites tout inclus pour mon trafic. Ça inclut vraiment tout? Oui, le Crédit Bail Maintenance inclut 5 ans d'assistance, 5 ans de garantie et 5 ans d'entretien. Vous dites aussi tout équipé? Bien sûr, nous avons près de 1800 trafics grand confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite, ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Pour le mois de la fidélité, Carrefour lance les primes fidélité. C'est ça. Seulement valable le deuxième jeudi du mois des années impaires. Pas vrai? Non! Valable tous les jours, toute l'année, 10% sur 10 000 produits Carrefour. Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Pendant le mois de la fidélité, Carrefour lance les primes fidélité. En s'inscrivant sur Carrefour.fr, c'est tous les jours, toute l'année, 10% crédité sur votre carte Carrefour sur 10 000 produits Carrefour, Carrefour Baby et Carrefour Bio. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Modalité et magasins participants sur Carrefour.fr. T'as pas une photo de ton bébé? Tiens, regarde, là elle est dans sa chambre. Parce que du coup, on a acheté notre premier appartement chez Cogedim pour qu'elle ait sa propre chambre. Elle est hyper lumineuse avec de grands placards. Ah, c'est bien. Mais t'as pas d'autres photos d'elle? Si, là, elle joue dans notre immense salon qui donne sur la terrasse. Oh, elle est superbe. Oui, et elle est en tech. Je veux parler de ta fille. Avec Cogedim, vous allez être fiers de vos premiers mètres carrés. Et jusqu'au 20 mars, découvrez toutes nos offres pour l'achat d'un appartement neuf sur cogedim.com. Cogedim, vous verrez la différence. C'est le moment de changer pour une nouvelle Peugeot. Être libre de vous évader avec le SUV Peugeot 3008 et son design unique. Amplifiez votre expérience de conduite avec le Peugeot iCockpit. Vous facilitez la ville grâce au Park Assist avec caméra avant et arrière. Vous aussi, vivez ce moment en changeant pour le SUV Peugeot 3008. En ce moment, Peugeot reprend votre véhicule 3 500 € en plus de sa valeur pour l'achat d'un SUV Peugeot 3008. Détails sur Peugeot.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains pour le prochain scrutin européen du 26 mai et l'invité du grand rendez-vous, une question de Damien Fleureau. Oui, François-Xavier Bellamy, à 73 ans, Alain Juppé va donc finir sa carrière politique au Conseil constitutionnel. Une réaction à sa nomination, vous dites nomination de complaisance ou finalement vous êtes
soulagé de voir s'éclipser du débat public un opposant finalement à la ligne des Républicains. Certains dans votre famille vont même dire que c'est le fossoyeur de la droite, Alain Juppé. Non, moi, vous savez, j'ai regardé, je voudrais peut-être simplement parler de cela. J'ai été assez frappé par le propos d'Alain Juppé au moment d'annoncer son départ de la mairie de Bordeaux. Et je crois qu'on aurait tous intérêt à entendre ce qu'il a dit à ce moment-là sur ce climat délétère qui traverse la vie publique et cette montée des tensions qui font que... Mais au-delà de ce commentaire de la vie publique actuelle, le fait qu'il soit nommé... J'ai pas de commentaire à faire sur le fait qu'il soit nommé au Conseil constitutionnel. C'est le choix de Richard Ferrand. Alain Juppé a une longue carrière politique derrière lui et le fait qu'il intègre le Conseil constitutionnel est tout à fait légitime. Nicolas Barré. Cette semaine, dans le cadre de l'examen du projet de loi Blanquer sur l'école, pour une école de la confiance, un amendement a provoqué la polémique, vous savez, celui qui devait remplacer dans les documents scolaires, pas dans l'état civil, dans les documents scolaires, les mentions père et mère par parent 1, parent 2. Alors finalement, la majorité a décidé de revenir en arrière. Mais est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir un débat sur ce sujet? Et surtout, est-ce que ça vous inquiète pour la suite, sachant que le projet de loi sur l'extension de la PMA pour toutes sera déposé avant l'été? Peut-être deux choses sur cette question. D'abord, je constate avec tristesse que ce qui était reproché à ceux qui se sont engagés dans la loi sur le mariage pour tous, comme étant le fait d'agiter des fantasmes et des fake news, se trouve tristement confirmé quelques années plus tard. Sauf qu'à l'époque, on parlait du code civil. Là, on ne parle pas tout à fait de la même chose non plus. Bien sûr, mais il était évident qu'on allait en venir, évidemment, dans cette mécanique au fond, d'égalité à tout prix, à cette disparition des termes de père et de mère. Et je crois que si la majorité réagit, c'est parce qu'elle se rend compte qu'il s'agit là précisément de choses auxquelles on ne peut pas toucher de manière inconsidérée. Maintenant, le plus important, je voudrais le dire, ça n'est pas une manière de fuir ce débat. Je me suis engagé sur cette question de façon forte et chacun le sait. Mais le plus important, c'est peut-être de parler de l'école. Parce que à travers ces débats, c'est de ça qu'on ne parle pas. Moi, je suis enseignant, j'ai vécu de très près la crise de l'école, j'ai vécu de très près la faillite de notre système éducatif, j'y ai consacré un livre, Les Déshérités, et je suis affligé de voir qu'au fond, à chaque fois que l'école est en débat à l'Assemblée nationale, et ça arrive assez rarement, au fond, on parle de tout sauf du drame pédagogique que nous sommes en train de vivre et du fait que des milliers de jeunes Français sont en train de grandir dans notre pays sans apprendre à maîtriser les éléments les plus fondamentaux de notre culture, de notre langue, les éléments les plus fondamentaux qui leur permettront demain d'être des salariés ou des travailleurs accomplis, d'être des citoyens capables de s'intégrer. Il y a une réforme de l'école depuis le début du quinquennat. Et cette réforme, je voudrais vous dire, c'est ma le dédoublement des classes Alors il y a des choses qui ont été faites, mais aussi. Au fond, les réformes menées par M. Blanquer, elles me surprennent et elles me déçoivent profondément. Mais l'école obligatoire à 3 ans, par exemple, qui est l'objet de cette loi. Qui est l'un des objets de cette loi. Oui. C'est sans doute une mesure qui permet de déplacer les choses, un déplacement de curseur, et après tout, pourquoi pas? On sait que ça pose des problèmes de financement importants, et donc derrière aussi des problèmes qui risquent d'augmenter l'inégalité scolaire ou l'inégalité entre les collectivités. Mais ça, fondamentalement, ça n'est pas encore l'essentiel. L'essentiel, c'est de tout concentrer, et c'est ce que disait Jean-Michel Blanquer avant son élection, de tout concentrer sur l'école primaire, de faire en sorte que nous puissions consolider la maîtrise des apprentissages fondamentaux. Et aujourd'hui, je crois qu'on est très loin de cela. On est en train de mener une réforme du bac qui est en fait une gigantesque réforme du lycée qui ressemble de très près à la réforme du collège menée par Najat Vallaud-Belkacem. Elle aboutit aux mêmes conséquences, des centaines de milliers d'heures de cours qui disparaissent pour les élèves, une complexification incroyable de la manière dont se construit le parcours scolaire d'un élève, la disparition des classes, qui sont une unité pourtant essentielle pour maintenir dans le dispositif scolaire des élèves tentés par le décrochage. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants regardent venir avec une grande angoisse cette réforme, qui n'a pas été préparée, qui n'a pas été concertée efficacement. Ça fait longtemps supposée qu'on en parle, s'appliquer l'année prochaine. Mais ça fait longtemps qu'on en parle, mais encore aujourd'hui, le ministère ne sait pas encore dire exactement comment elle va se déployer dans les établissements scolaires. Et moi, je voudrais me faire le porte-parole aujourd'hui de tant d'enseignants, de tant de parents d'élèves qui s'inquiètent pour ce que vont devenir leurs élèves à la rentrée, ce que vont devenir leurs enfants. Et je crois qu'il faudrait qu'on arrive à en parler plus aujourd'hui, au-delà de ces polémiques qui malheureusement font écran derrière des sujets majeurs. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Jean-Michel Blanquer, notamment pour le premier degré, c'est-à-dire pour l'école primaire? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Parce que Damien Fleureau le rappelait, il y a quand même eu un certain nombre de
choses qui ont été faites, le dédoublement des CP et ensuite des CE1 dans les zones les plus défavorisées. Et tout le monde a l'air de dire que c'est quand même une bonne direction. Mais tout le monde, non. Le dédoublement des CP, ça n'est pas la formule magique. Et d'ailleurs, la Cour des comptes l'a reconnu dans un rapport qui a été présenté récemment. Cette disposition qui était testée de manière expérimentale n'a pas porté le fruit espéré. Elle coûte très cher et pourtant on persévère parce qu'il ne faut pas démentir la politique du ministère. Je crois que sur cette question du primaire, le point le plus important, c'est de réussir à reconcentrer l'école sur sa mission fondamentale qui est la transmission des savoirs fondamentaux. Et si vous n'avez pas les bonnes méthodes, si vous n'avez pas le bon cap, c'est pas parce que vous divisez les classes par deux que vous allez mieux réussir. Et donc, il y a des choses qui se font qui sont plutôt positives. Effectivement, le curseur a été déplacé vers l'école primaire et c'est plutôt une bonne chose en termes de moyens. Mais le plus important, encore une fois, c'est qu'on arrive à se saisir du sujet de fond. Nous sommes en train de vivre un drame éducatif. Nous sommes le pays le plus inégalitaire de tout l'OCDE du point de vue de l'éducation. Et c'est une blessure très profonde au cœur de la promesse républicaine. Et je crois qu'aujourd'hui, la réponse n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. François-Xavier Bellamy, il y a une semaine fondamentale qui s'ouvre pour l'Église, avec notamment jeudi un sommet historique sur la pédophilie qui a été convoqué par le pape François. En tant que catholique, puisque vous définissez entre autres aussi comme ça, comment vivez-vous toutes les révélations auxquelles on a eu droit depuis un certain nombre de mois maintenant, voire d'années? Et pensez-vous que l'Église doive aujourd'hui faire vraiment son examen de conscience et sur quoi ça doit déboucher surtout? Ce qui est certain, c'est que la pédophilie est un drame absolu, un scandale moral que rien ne peut excuser. Et il me semble qu'effectivement, pendant trop longtemps sans doute, ce drame et ce scandale ont été négligés dans l'Église, pas seulement dans l'Église sans doute aussi. Beaucoup d'institutions qui sont en lien avec les enfants ont évidemment un travail très exigeant à mener pour éradiquer toutes les formes de prédation qui font des enfants leurs victimes. Maintenant, vous le dites, je suis catholique, c'est vrai. Comme catholique, ces révélations me blessent profondément. Je ne suis pas là pourtant pour commenter l'actualité de l'Église et je me présente ici à vous comme un responsable politique, un candidat aux élections européennes. Ça n'est pas ma responsabilité que de dire ce que l'Église doit faire ou ne doit pas faire. Ce qui est certain, c'est que tout doit être mis en œuvre, y compris par la justice, pour que soient épargnés à tous les enfants ces violences dont ils ont pu être parfois victimes. Nicolas Barré. Quelle est votre position sur la réforme de la loi de 1905 qui a pour but de créer un islam de France? Est-ce que ça peut être un moyen de lutter contre l'extrémisme, le salafisme? Et sinon, si ça n'est pas le cas, que faut-il faire pour lutter contre ces dérives? Il faudrait beaucoup de temps pour répondre à cette question. D'abord, profondément, je crois que toucher à la loi de 1905 est une erreur profonde. Vous l'avez rappelé, je suis catholique et pourtant ma conviction très profonde, peut-être aussi à cause de cette tradition judéo-chrétienne qui a fait l'Europe et qui nous a appris à distinguer le spirituel du temporel, je crois qu'on ne doit rentrer dans les débats politiques et qu'on doit rentrer dans la vie de la société qu'avec l'effort de la raison commune qui nous permet de nous relier les uns aux autres. Toucher à la loi de 1905, ce serait toucher à ces grands équilibres de la laïcité qui ont été si difficilement acquis. Quant à la question de l'islamisme, il me semble qu'il y a évidemment aujourd'hui une responsabilité majeure de tous les musulmans de France qui est d'éradiquer le radicalisme qui aujourd'hui menace notre pays et de dire un non ferme, définitif, absolu à la tentation terroriste, à la tentation islamiste. Mais ça n'a pas été suffisamment fait. Et je crois qu'il faut regarder les choses en face. Nous allons aller dans quelques jours à cette marche contre l'antisémitisme. Les marches, encore une fois, ne suffiront pas. Et il ne faudrait pas qu'elles exonèrent certains de la dimension de l'action nécessaire pour pouvoir éradiquer les tentations islamistes qui les traversent. Aujourd'hui, je voudrais prendre quelques exemples concrets. Nous sommes encore, et c'est une folie, en train de discuter du retour des djihadistes sur le sol français. Alors même que nous savons très bien que nous n'aurons pas les moyens pour chacun d'entre eux de les condamner durablement, de les incarcérer et que par conséquent nous allons augmenter la contamination. On a un état de droit en France qui permet normalement de les condamner et de les incarcérer. À condition que vous saviez quel crime ils ont commis, parce que nous avons un état de droit et parce que précisément nous avons besoin de preuves pour condamner des individus. Aujourd'hui, si ces individus ont commis des crimes de guerre sur les territoires étrangers et que nous n'avons pas matériellement la preuve de ces crimes, c'est sur ces territoires qu'ils doivent pouvoir être jugés où on aura les moyens de les incarcérer de façon durable comme ils le méritent. Et je crois que nous faisons la preuve que nous n'avons pas tout à fait pris la mesure de la tentation djihadiste qui est devant nous et qui touche aujourd'hui, encore une fois, tant de personnes dans notre pays.
Une petite question sur vous et la mission dans laquelle vous êtes lancé, François-Xavier Bellamy. À quel score vous attendez, où là vous vous direz c'est bon, j'ai rempli ma mission? Brice Hortefeux, ce matin, Paris semble-t-il sur un 12,8%. À mon avis, ça n'est pas un pari de Brice Hortefeux, c'est plutôt l'étiage qu'il rappelle du score à l'époque de la droite aux élections européennes. Non, moi je ne suis pas dans une logique de chiffres ou dans une logique comptable. J'estimerais que ma mission est remplie si j'ai réussi avec tous mes colistiers, avec toute notre famille politique, à proposer de nouveau une vision positive, enthousiasmante, convaincante pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de la France. Au fond, l'Europe aujourd'hui, elle est pour beaucoup d'entre nous l'occasion de subir quelque chose qui se fait sans nous. Et je voudrais pouvoir rassembler tous ceux qui croient encore que l'Europe peut nous permettre de ne plus subir la mondialisation. Nous ne voulons plus subir l'Europe, nous voulons construire une Europe qui nous permette de maîtriser de nouveau notre destin. Sur tant de sujets dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, sur la question migratoire, sur les questions de défense, sur les questions d'économie, nous avons besoin de transformer en profondeur l'Europe pour redonner tout son sens au projet européen. Et je m'estimerai heureux si j'ai réussi à offrir cette vision qui sera l'occasion de reconstruire petit à petit la droite qui en a tellement besoin. Merci François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains.